ici ce jour des invités qui viennent d'un pays qui fait l'actualité. Je citerai avec un certain orgueil le Burkina Faso, qui vient de donner le là de ce que préfigure le combat futur pour l'Afrique qui se bat pour sa dignité, pour l'alternance démocratique. Amis du Burkina Faso, je vous prie de bien recevoir les salutations de vos frères du Congo-Brazzaville, dont le combat s'inscrit dans celui d'un certain nombre des peuples africains. Et le combat est dur, mais nous ne doutons pas qu'in fine, le peuple aura toujours raison de ces dictatures. Je m'empresse donc de présenter les invités de ce jour. Nous avons Madame Adissa Alira du Burkina Faso, qui est porte-parole du Comité international Joseph Izerbo, consultant. Elle sera la modératrice. Nous avons comme conférencier, au nom desquels je citerai le coordonnateur général des premières assises nationales du Congo, Monsieur le ministre Jean-Luc Maleka. Nous avons comme deuxième conférencier, que vous connaissez certainement parce qu'il a eu l'occasion de nous entretenir sur la situation du Burkina Faso à l'hôtel Ibis, Monsieur Arjouma Sirima du Burkina Faso. Il est secrétaire général de la section française du mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples et secrétaire exécutif de la plateforme panafricaine. Lui, il nous entretiendra sur les premières leçons de la chute de Compaoré, quel impact ailleurs en Afrique. Nous avons aussi quelqu'un que vous connaissez, dont la silhouette plane dans l'enceinte des assises nationales parce qu'il a été là dès les premières heures. Nestor Bina Danmouré du Burundi. Il est philosophe et consultant et auteur d'un livre sur Nelson Mandela. Il nous entretiendra sur le thème après le sommet de la francophonie de 2014, comptons d'abord sur nos propres forces. Et que le ministre Maleka me pardonne si je n'ai pas donné le thème sur lequel il va nous entretenir, la voie ouverte par le sommet États-Unis-Afrique. Et ce débat thématique a pour thème la solidarité mondiale et le soutien de la communauté internationale. Comment les avoir dans notre lutte pour mettre fin au projet de président élu du général Denis Sassou Nguesso au Congo, après la chute de son complice, le militaire Blaise Compaoré au Burkina Faso. Il est parti. Il en reste bien d'autres. C'est épaule contre épaule, main dans la main, que nous allons mutualiser nos forces pour faire s'écrouler toutes ces vieilles bâtisses de dictature qui plombent le devenir de l'Afrique. Alors, j'aimerais donner la parole à M. Noël Magloire-Doba, qui est
responsable du pôle gouvernance stratégique au sein des Assises nationales et qui a un mot particulier, un geste très particulier à l'encontre de toutes ces personnes qui sont réunies ce jour. Bien, chers amis, je voudrais non pas prolonger ce qui a été dit pour vous présenter ce qu'est le débat d'aujourd'hui, mais vous prier de vous lever pour une minute de silence en mémoire d'un frère qui aurait pu être sur ce panel, comme il aurait pu être présent lors des assises, comme il aurait pu animer les premières tables rondes. C'était un frère sénégalais qui s'appelle Ibrahima Signaté, un des premiers journalistes africains, l'un des premiers à avoir animé Jeune Afrique dans les années 60, et qui a été au Congo au moment les plus durs, et qui a travaillé avec beaucoup d'entre nous ici, notamment mon frère Jeff qui est là. Ibrahima Signaté a beaucoup contribué à nous faire connaître les Assises nationales du Sénégal. Et Ibrahima Signaté a travaillé avec nous, avec le coordonnateur général, pour que nous essayions d'organiser notre démarche en voyant ce qui, dans l'expérience sénégalaise, aura eu de l'intérêt pour tous les Africains, et spécialement le Congo que lui, il connaissait. Il est décédé, et je voudrais qu'on lui rende un hommage, puisque cette trajectoire, cette démarche, cette problématique des assises nationales en Afrique, celle du moins que nous construisons, nous lui devons beaucoup, nous, Assises nationales du Congo. Donc je vous prie d'observer les minutes. Je vous remercie. Bon, le débat peut commencer. Je n'ai nulle prétention de distribuer la parole, mais je pense que vous l'avez, Madame la modératrice. Donc bonjour à tous. Je veux d'abord saluer les imminentes personnes qui sont autour de moi, qui m'honorent par la qualité de leurs interventions sur le terrain africain, au Burundi, en RDC, ainsi qu'au Burkina. Je veux les remercier d'avoir accepté cette invitation en mon nom et en votre nom. Tout d'abord, je veux également saluer ceux qui ont intervenu jusqu'ici dans le cadre des assises. Nous prenons un processus, comme l'a dit Noël, qui a commencé bien avant, accompagné par Ibrahima Signaté, que vous connaissez. D'autres avant nous sont venus à cette même place, des fois à d'autres endroits. Et bien entendu, le peuple congolais qui est aux prises sur place. Tout à l'heure, tu nous as présenté avec un point particulier sur le Burkina Faso dont j'ai l'honneur d'en faire partie, ainsi que Cyrina. À mon nom propre, je n'aurais pas accepté parce que je trouve que c'est beaucoup. Mais effectivement, au nom du Burkina Faso, je veux te remercier et puis également remercier l'assistance pour votre confiance. Donc,
mon frère et moi sommes honorés de cela. Ça ne nous fait pas oublier que sur le terrain, nous avons payé cher, très cher, 35 personnes fusillées à balles réelles par le pouvoir de Compaoré, du sang versé. Donc, en tant que modératrice, avant toute chose, on ne choisit pas, c'est l'histoire, c'est comme ça. Je pense que vous serez d'accord que, avant toute chose, on observe également une minute de silence aux mémoires de nos combattants tombés. Merci. Madame, excusez-moi, un lapsus. Vous avez parlé de la RDC. Oui, c'est la République du Congo, c'est très important. Je voulais absolument. Merci. Merci de situer ça dès le début. Il y a le Congo. Il y a la République démocratique du Congo, donc la RDC, Oui. ou le Congo-Brazzaville, c'est plus simple. Le Congo-Brazzaville, effectivement. Excusez-moi pour ceux qui ne sont pas. Voilà. Donc, je ne suis donc que modératrice. Et effectivement, tout cela nous amène à nous interroger, et les organisateurs l'ont bien compris, sur le processus, comment on en arrive là. Il y a ce que nous voyons, il y a le résultat, ici des personnes qui sont arrêtées, ici des dictateurs qui tombent, mais il y a également derrière tout ça beaucoup de choses. Et c'est pour cela que, sans plus tarder, je vais demander au ministre Malékat de prendre la parole pour nous entretenir, qui va nous dire des choses sur le sommet États-Unis-Afrique. Merci beaucoup Adissa, merci. Noël Magloire, je te remercie de m'avoir invité pour participer à cette journée thématique. Comme l'actualité le montre, les sujets que nous allons aborder, que je vais aborder, notamment la partie ayant trait au rôle que jouent les États-Unis, qui ont démarré avec le récent congrès USA-Afrique. Et je vais vous le présenter. Et je voulais aussi, eu égard à ce que nous vivons en ce moment, en parlant de notre pays et bien d'autres, voir comment ces prémices un peu du printemps, que je qualifie entre guillemets africain, se déroulent dans l'espace et dans le temps. Dans le temps, en parlant de nous, bien sûr, dans l'espace, nous allons beaucoup plus écouter l'expérience du Burkina Faso. Comme vous le savez, il y a eu le sommet aux États-Unis d'Amérique où il y avait 50 chefs d'État et un contre-sommet qui se tenait au Cannon House Office Building, une conférence de la société civile regroupant de nombreux militants de la quasi-totalité des pays africains et qui militent également pour les droits humains en but de travailler, il y a des groupes de travail, et qui devraient entraîner un programme d'action pour la démocratie en Afrique. 3 points forts ont marqué cette visite. Donc, la NED, c'est-à-dire la National Endowment for Democracy, la National Institute, International Republican Institute, donc ce sont des fondations où notamment les congressmen des différents partis
ont créé cette fondation, donc les différents députés, sénateurs, et qui nous ont invités d'abord pour la première fois une table ronde pour les deux Congos, Congo-Brazza, RDC, sur l'épineuse question du changement des constitutions. Le deuxième point fort a été donc des travaux de la société civile qui ont été faits au Congrès américain avec la participation de députés, de congressmen américains. Et enfin, le troisième volet a été notre rencontre auprès du secrétariat d'État aux États-Unis. Il faut se rappeler que lorsque le secrétaire d'État John Kerry est allé au Burundi, puis en République démocratique du Congo, il a dit ceci à Kinshasa en mai 2014, au début mai. Les États-Unis d'Amérique pensent qu'un pays est renforcé, que son peuple éprouve du respect pour leur nation et leur gouvernement quand le processus constitutionnel est mis en œuvre comme il convient et qu'on s'attache à le faire respecter. Ainsi, le là avait été donné. Je dois dire que lors de cette première partie, il y a M. Justin Balonga qui m'avait accompagné. Nous avons travaillé autour d'une table et le débat était animé par M. Christopher Fomunio, qui est le directeur de l'Afrique du Centre et de l'Afrique centrale au NDA. Donc, ils avaient invité des représentants de la majorité présidentielle des deux pays, ainsi que les représentants de l'opposition des deux pays et la société civile. Force est de constater qu'en ce qui concerne notre pays, ceux de la majorité présidentielle ne sont pas venus, ceux de l'opposition intérieure également ne sont pas venus, mais il y a eu un membre de la société civile, M. Christian Museo, qui est président de Rencontre pour la paix et des droits de l'homme. Donc, nous étions les assises, nous étions là avec l'association Rencontre pour la paix et des droits de l'homme. Quant à la RDC, ils étaient tous là. Donc, la délégation de la RDC pour la majorité présidentielle était conduite par M. Lambert Mende Omalanga, qui est ministre de l'Information et des Médias et porte-parole du gouvernement. Il y avait Évariste Boucha, qui est le secrétaire général du parti PPRD, Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, de Kabila, de M. Ramazani Chadari, également de la majorité présidentielle. Pour l'opposition, il y avait Vital Kamerhe, ancien président de l'Assemblée nationale, président de l'Union pour la nation congolaise, de M. Martin Fayoulou, Thomas Louaka, membre du MLC, et puis la société civile. Ça, c'est ce qui était autour de la table où nous étions, mais dans la salle, il y avait à peu près une soixantaine de personnes, avec des représentants du gouvernement, des parlements américains, la Banque mondiale, la BAD, des universitaires et différentes personnalités. Donc, dans le mot préliminaire, M. Fumouya a bien précisé le contexte commun entre les deux pays, on pourrait dire même entre les trois pays, si on peut dire, qui est celui de la fin des mandats présidentiels, avec cependant en toile de fond la question de la révision ou de changement de constitution. Je vais vous parler rapidement, très succinctement, des interventions de la RDC et un peu de ce que j'ai dit aussi. Monsieur Lambert Mende
a parlé notamment, il y a 2 articles sur la révision de la Constitution, l'article 218 et un autre article qui est l'article 220. Donc, s'agissant de l'article 218, dont je vous fais grâce, qui est lié à l'initiative de révision constitutionnelle, il a tout simplement dit la révision peut être nécessaire en vue de maintenir la stabilité du pays et que s'agissant de l'article 220 qui est lié comme un peu chez nous l'article 185 au fait que, je le lis, c'est peut-être beaucoup plus simple, la forme républicaine de l'État, le principe du suffrage universel, la forme représentative du gouvernement, le nombre et la durée des mandats du président de la République, l'indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme politique et syndical ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. Donc au Mendé, il dit que l'article 220 ne constitue qu'une exception à la règle générale de la révision de la Constitution. Le secrétaire général de PPRD a dit ceci, j'ai noté: ceux qui ont les mandats populaires ont l'obligation d'impulser toutes les réformes utiles. Donc, ils ont pensé qu'il fallait, ils avaient la possibilité, la légitimité, d'après eux, de pouvoir réviser la constitution de la RDC. Alors, l'opposition a parlé à travers M. Vital Kamerhe, qui d'emblée a soulevé qu'il était regrettable que des initiatives de dialogue politique soient faites par l'apanage de pays étrangers. Alors que la concertation qu'ils avaient eue en 2013 a été faite en violation de la résolution 2098 du Conseil de sécurité qui dit ceci: agissant en vertu du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, le Conseil de sécurité demande au représentant spécial pour la République démocratique du Congo de s'acquitter au moyen de ses bons offices des tâches suivantes: promouvoir un dialogue politique transparent et sans exclusive entre toutes les parties prenantes congolaises en vue de favoriser la réconciliation et la démocratisation et encourager l'organisation d'élections provinciales et locales crédibles et transparentes. Donc, d'après Kamerhe, cette concertation n'était qu'une mascarade au congrès du PPRD. Il a souligné que la constitution même, qui était le résultat, de l'accord de Sun City, avait d'emblée été violée, puisqu'au début, pour l'élection du président, il fallait une élection uninominale majoritaire à 2 tours. Et qu'au dernier moment, on a transformé cela en une élection. Le président devait être élu à la majorité simple des suffrages exprimés, alors que toutes les conditions n'avaient pas été réalisées. Alors il a proposé en conclusion qu'il serait bon qu'un dialogue politique ait lieu afin de garantir le respect de la Constitution, qu'on crée une commission électorale nationale indépendante et que la communauté internationale puisse accompagner tout cela dans l'esprit de la résolution 2097. Et il a dit qu'il ne faudrait pas encourager un référendum qui coûterait plus cher que n'importe quelle autre élection. Donc, Martin Fayulu a un peu repris la même chose en disant qu'il fallait un dialogue entre les différentes forces politiques RDC. Bon, pour ma part, j'ai pris également la parole en 3 points principaux. J'ai dit que sur le plan juridique, comme nous le savons au titre des articles 57, 58 et 185 de la Constitution du 20 janvier 2002, du point de vue juridique, comme vous le savez, le président de la République, achevant son second mandat en 2016, ne pourra en aucun cas se représenter. Bon, certes, l'article 58 parle de la limitation d'âge, mais surtout les conditions intangibles de l'article 185 liées au caractère
républicain de l'État, la laïcité, la durée du mandat présidentiel, et au titre 2, relatif aux droits des Congolais, ne pourrait être abrogé. Donc, même si on se réfère à l'histoire politique de notre pays et de la pratique universelle en la matière, le changement de la Constitution ne peut être mis en œuvre qu'exceptionnellement en cas de crise grave et de blocage institutionnel rendant la gouvernance du pays hautement improbable, ce qui n'est pas le cas. Mais je me suis beaucoup plus attardé sur le volet politique, en présentant que la vraie question de la révision de la Constitution au Congo résulte en fait de la volonté du pouvoir politique d'occulter par un habillage juridique les nombreux crimes humains et économiques commis au cours des dernières années. Le pouvoir craignant des poursuites devant les tribunaux tant nationaux qu'internationaux n'a trouvé qu'un seul moyen d'échapper que de rester indéfiniment au pouvoir afin de continuer à bénéficier de l'immunité juridictionnelle. Troisièmement, j'ai évoqué également les problèmes de prévention de conflits, notamment dans la sous-région, en RDC, au Centrafrique, avec toutes les conséquences qui sont liées aux pertes de vies humaines, aux destructions des biens, aux problèmes humanitaires engendrés, sans omettre les aspects confessionnels irrelatifs. Enfin, je me suis insurgé et marqué ma réprobation sur le non-respect des droits humains liés aux expulsions massives sans fondement juridique des populations de la RDC qui étaient au Congo. Ce qui a valu de la part de l'opposition, de la RDC et même de la majorité une très très grande ovation. Quand nous sommes allés au building Journée de la société civile au Congrès, il y a eu des personnes prestigieuses qui sont venues. Il y a eu le mot d'ouverture par le président du NED. Il y a eu la sénatrice démocrate de l'État de Californie, Karen Bass, celui du sénateur républicain de l'État de New Jersey, Chris Smith, ainsi que le président du groupe des sénateurs démocrates, Steny Hoyer de l'État du Maryland. Donc, la conférence avait pour objectif d'adapter les résolutions des travaux de la société civile de la veille et mis en place ce groupe de travail. Donc, il y a eu des groupes relatifs, je les cite, aux droits humains, aux élections, aux médias, à la bonne gouvernance, paix et sécurité, ainsi que la protection des animateurs de la société civile. Notre délégation a porté une attention particulière à 3 commissions, principalement celles liées aux droits humains, à la bonne gouvernance, aux élections, à la paix et la sécurité civile. Donc, je ne m'étendrai peut-être pas sur la totalité des recommandations qui ont été faites, mais je parlerai peut-être sur ce qui peut nous rejoindre aujourd'hui, notamment les élections et les droits humains. Donc, peut-être la bonne gouvernance à la fin, puisque c'est un peu une conclusion que je ferai. Donc, pour les élections, il a été recommandé, afin de garantir les élections démocratiques, les points suivants. 1. Que les élections se tiennent dans un cadre légal et un environnement politique qui permettent la libre participation et la compétitivité, et que l'appui financier au processus électoral et au développement aux États sera accordé à ceux qui rempliront certains critères. 1. L'organe de gestion des élections devra être constitué des membres désignés, élus par un mécanisme transparent. Celui-ci devra être à l'abri des interférences et contraintes du gouvernement. Cet organe de gestion des élections doit être financièrement indépendant du gouvernement. Il faudrait s'abstenir de changer la Constitution ou la loi électorale en période préélectorale. Cette restriction englobe principalement celle de ne pas changer la limitation des mandats au profit du président sortant. De faciliter le libre accès aux médias de tous les participants aux élections, d'assurer l'indépendance et la capacité d'instances judiciaires en charge de contentieux électoraux, de respecter les résultats jugés crédibles par l'organe de gestion et les observateurs, de pouvoir au financement de l'éducation civique et électorale continue, de soutenir des services impartiaux de police et de sécurité afin de protéger les candidats, les bulletins de vote ainsi que les observateurs,
de ratifier la Charte africaine sur la démocratie, les élections et la bonne gouvernance, d'instituer à tous les niveaux du gouvernement la politique d'action affirmative en faveur des femmes de l'homme en Afrique, de garantir la liberté d'expression et d'association et de défendre les différents droits fondamentaux. Voilà un rappel du processus qui amène au 30 octobre. Je m'arrête rapidement en conclusion sur ce que je peux considérer comme les leçons conjoncturelles, c'est-à-dire qu'on tire là maintenant, ces jours-ci. Première leçon, là, c'est la vérité de monsieur la Palison, vous m'excuserez, mais c'est quand même bien de toujours le dire. Ce n'est pas parce qu'une cause est juste que la victoire est acquise. Pour qu'une cause devienne juste, la majorité de la population doit se l'approprier et doit être prête à y laisser sa vie. Sinon, cette cause juste va rester l'affaire des seuls convaincus, des seuls hommes politiques et des seuls leaders de la société civile. Quelques mots que je voulais partager avec vous. Voilà, donc on pourra, dans le débat, peut-être y revenir. Merci beaucoup.